Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en Cartothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Robert-Winterhalter. Et ce plaisir, il est d'autant plus grand que Margot est à l'origine de ma découverte à moi du tarot, puisque c'est via une de ses formations que je me suis initié à la découverte de cet outil fabuleux. Et en plus, j'ai une double raison d'être d'autant plus heureux de recevoir Margot aujourd'hui, c'est que Margot était la marraine officielle du Roi de Coupe, qui était donc la boutique avant qu'elle se transforme en Salon des Arcanes, parce que j'avais eu la chance de recevoir, de gagner par concours un tirage en ligne, un tirage sur Instagram, un concours sur Instagram qui m'a fait gagner un tirage à distance. Et j'ai exposé à Margot, au cours de cet échange, ma problématique, qui n'en était pas vraiment une, à savoir que j'étais donc fonctionnaire expatrié en Inde, avec ce projet d'ouvrir un salon de thé, /librairie, /boutique de cartes. Donc Margot m'a fait un tirage en croix celtique avec le Cosmic Cycle Tarot. Et de ce tirage était ressortie déjà la carte du Roi de Coupe en position centrale, d'où a découlé ensuite mon profil Instagram, puis ensuite la boutique. Mais elle m'avait aussi prévu, 6 mois avant que l'idée de la boutique germe dans ma tête, elle avait prévu que mon activité se transformerait, qu'elle prendrait naissance sur Internet et que ça irait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. C'est pourquoi j'avais demandé à Margot d'être la marraine officielle de la boutique du Roi de Coupe, ce qu'elle avait évidemment accepté avec grand plaisir. Enfin, je dis évidemment, mais c'était pas forcément évident non plus. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, j'ai le grand plaisir d'accueillir Margot. Margot, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Merci. Quelle intro, ça fait plaisir. Je suis assez émue là du coup de t'entendre. J'ai fait une intro effectivement un petit peu plus longue que d'habitude parce que ça me tenait vraiment à cœur de remettre un petit peu dans le contexte. Alors j'ai synthétisé, il y a d'autres vidéos ou d'autres peut-être interviews dans lesquelles je développe un peu plus, mais c'est vrai que ce tirage qui était probablement un des premiers, voire le premier tirage de tarot que je recevais, vraiment de tarot, j'entends pas de tirage de cartes et ça m'avait assez bluffé, même si sur le coup, tu comprends pas forcément tout. Tu restes un petit peu, «Ah d'accord, OK, bon beh» et en fait, mine de rien, ça mature de façon, inconsciente. Est-ce que tu as l'impression, maintenant que toi tu pratiques aussi des fois des tirages de tarot, même si c'est pas ton cœur de métier, d'offrir la même chose aux gens? Tu vois, ce truc de, bah voilà des pistes et après ça va maturer? Je pense que oui, je pense qu'effectivement, tu sèmes des graines, mine de rien, avec le tarot et pas que verbales. Je pense que tu sèmes aussi des graines énergétiques quand tu fais des tirages. On pourra en parler puisque c'est une des cordes que tu as à ton arc et c'est vrai que ce tirage, ça m'a pas fait tilt sur le coup, comme quoi c'était vraiment inconscient et je suis pas sûr qu'on puisse dire que le tirage, que ce soit une prophétie autoréalisatrice. On s'éloigne beaucoup du sujet du podcast, mais je trouve que c'est intéressant d'échanger, à ce sujet parce qu'on n'a jamais vraiment complètement débriefé tous les 2. On en avait parlé en interview, une fois sur ton profil parce que tu m'avais parlé notamment tu m'avais pas prédit que j'allais ouvrir une Pas boutique de du tout. cartes, en ligne. Mais par contre, tu m'avais effectivement dit que ça irait beaucoup, beaucoup plus vite que ce que moi j'envisageais, puisqu'à l'époque, j'envisageais un horizon de 3-4 ans. Ça a été un horizon de 6 mois. Ouais, Voilà. je le voyais plus sur 6 mois. Mais en fait, moi, ce que j'avais perçu de toi à l'époque, alors je me souviens pas de tout le tirage et en général, là, c'est parce qu'on en a vraiment débriefé aussi que je me souviens aussi bien parce que sinon, ça, c'est quelque chose qui a tendance à s'effacer assez vite. Mais ce truc de, enfin, on sentait cette envie et on sentait que ça en avait sous le pied, tu vois. Et d'un autre côté, tu partais vraiment sur des idées très, comment dire, très matérielles, tu vois, enfin matériel, c'est matériel aussi ce que tu fais, mais tu vois, c'était vraiment du salon de thé. Et alors que tu étais en Inde et que tu parlais à des Français, et clairement ça, c'était pas réalisable dans les 6 mois. Et moi, tout ce que je voyais, c'était ouais, t'allais faire avant quelque chose, bien avant de rentrer en France, forcément, de voilà.
En fait, je pense que ça partait surtout de sentir ton envie et ton envie d'entreprendre et ton envie de vraiment baigner de façon plus profonde et plus interactive aussi dans le monde du tarot. Complètement. Cette interaction et ce rapport avec les gens, notamment, il ressortait aussi beaucoup du tirage. Tu m'avais parlé de club de lecture. Voilà, tu as pris des exemples, évidemment, qui venaient comme ça parce que il y avait pas c'était pas, voilà, comme je disais, c'était pas forcément la boutique de jeux de cartes indépendants auto-édité. J'en avais pas du tout l'idée à ce moment-là. Et c'est même, quand j'ai commencé à avoir l'idée, ça m'avait pas du tout, je me suis pas tout de suite dit: «Ah mais c'est vrai, Morgane m'avait fait un tarot». C'est vraiment plusieurs semaines après, où il y a un moment où ça a fait tilt. Je me suis dit: «Oh, mais en fait, je le savais!» C'est fantastique. Voilà, c'est pour ça que je suis d'autant plus heureux de te recevoir sur, Voyage en cartothèque parce que, outre ce tirage qui a quand même, annoncé un changement radical dans ma vie, hein, qu'elle soit professionnelle, personnelle, géographique, financière, enfin dans toute ma vie c'est complètement spirituel aussi, toute ma vie c'est complètement, bouleversée. Donc tu as été quand même une charnière, dans cette, transformation, dans cette éclosion même, j'ai envie de dire. Ah, mais c'est trop cool parce que du coup, toi, tu es devenue une grosse référence du paysage tarot francophone, tu vois, et waouh, du coup, quel honneur! C'est bah, l'honneur est partagé, d'autant plus que tu m'as aussi initié à travers, initiation au tarot intuitif. Et d'ailleurs, le intuitif est une des questions, sur lesquelles je reviendrai dans le podcast. Mais avant toute chose, je te l'ai dit en off, je ne sais même toi ton credo, ton leitmotiv, c'est: «Le tarot peut changer ta vie». Ouais. Voilà, c'est ta phrase, phare. On sait que le tarot peut changer ta vie. C'est Margot Robert Winterhalter. Mais, même moi, qui du coup ai un rapport quand même de proximité avec toi, plus que, quelqu'un de lambda, on va dire, je ne sais même pas comment le tarot est venu changer ta vie au départ. Donc je voulais vraiment commencer par le commencement, commencer après 7 minutes d'enregistrement, mais commencer par le commencement, à savoir comment le tarot, puisque toi pour le coup tu es vraiment spécifiquement, sur le tarot, hein, tu ne pratiques pas les oracles, le normand, les cartes à jouer, tout ça. Tu es vraiment spécifique tarot. Comment le tarot est rentré dans ta vie? Alors, en fait, j'ai du mal à identifier. Je peux pas te donner de date à proprement parler. Déjà, ce qui était au départ pour moi, mes petites, là, pour le coup, ah oui, je fais pas partie d'une famille de cartomanciens, etc. Ce qui a été vite présent dans ma vie, c'est les cartes à jouer, les vraies cartes à jouer. J'avais cette attirance pour, alors je mets pas spécialement les jeux de cartes en eux-mêmes, enfin les jeux jouer aux cartes, mais par contre toute la symbolique qu'il y avait autour, les symboliques numériques, les personnages de la cour, il y avait un fort attrait. Il y a un livre qui avait vraiment fait tilt chez moi quand j'étais préado. Je pense que j'ai dû lire ce livre quand j'avais 11 ou 12 ans. C'est, tu sais, de Jostein Gaarder. Il a écrit Le Monde de Sophie, qui est un livre sur la philosophie. Tu vois de qui je parle? Il a écrit un livre qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Le mystère de la patience, et qui parle du jeu de 52 cartes. Et il fait un parallèle, par exemple, entre les 52 cartes comme 52 semaines de l'année, et il y a forcément un 29 février qui se révèle être le jour du Joker, parce qu'il y a une carte surnuméraire, en fait. Et en fait, tout ça, ça abordait l'aspect très, très symbolique du jeu de cartes en lui-même, et j'avais été passionnée par le bouquin. Du coup, j'avais plein de jeux de cartes à la maison. J'avais aussi, les jeux de cartes, je sais pas si tu connais, c'est aussi un jeu qui était assez connu dans les années 90. Tu sais, c'est les cartes, elles sont représentées en tout petit, et puis t'as tout un aspect divinatoire qui est marqué en tout petit partout. Sur la boîte, il y a une petite chouette. Tu connais ce jeu? Non, je le vois pas spécifiquement. Je l'avais vu aussi chez d'autres personnes apparaître. En gros, c'est fait vraiment pour la divination. Il y a les deux côtés, et en fait, t'as la carte représentée en mini schtroumpf, et t'as plein d'explications. Oh, faudrait que tu l'aies. Je suis sûre qu'il ferait un carton dans ta boutique. Et donc voilà, c'était surtout cartes. Plus tard, j'ai eu des tarots à jouer qui, pour le coup, sont aussi très fortement marqués, tu vois. Ça m'intéressait aussi. Et puis, comme la grande majorité des gens, j'ai l'impression, l'aspect spirituel, voire divinatoire, voire magique de ma vie a disparu quand je suis vraiment entrée dans l'adolescence et dans le fait d'être jeune adulte. Tu vois,
genre, t'as autre chose à faire, tu vois. J'avais autre chose à faire que de parler à la lune comme je faisais quand j'étais petite. Donc, j'ai arrêté tout ça. Et c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Et je pense que c'est arrivé dans l'âge plus adulte et plus au moment où j'ai eu mes enfants. Donc, on va dire après 25 ans en général, que j'ai eu 1 ou 2 tarots à la maison, mais sans les investir beaucoup, en fait. Et sans en faire forcément des tirages. Pour moi, c'était vraiment l'aspect exploration qui me plaisait. Comme, tu vois, je suis très attirée aussi par tout ce qui est historique. Je suis très attirée par les églises et les cathédrales et toutes ces représentations-là. Et pour moi, c'était très analogique avec ce que je pouvais vivre avec les cartes, en fait. Et donc ça, c'était là. Et après, j'ai été, je sais pas si, je pense que tu le sais, j'ai été doula pendant quelques années, c'est-à-dire je faisais de l'accompagnement. En gros, c'est un coach de grossesse, voilà, coach de grossesse, d'accouchement et de postpartum. Et dans ce cadre-là, j'animais des groupes de parole de femmes et je me suis mis à me servir de cartes. C'était des cartes d'oracle et où là, je me suis rendu compte de la puissance en fait du fait de pouvoir se servir des cartes comme d'un miroir de ce qu'on pouvait porter en soi, d'un déclencheur de parole, d'un déclencheur d'introspection, d'un facteur d'échange aussi parce qu'on pouvait échanger sur les cartes les unes des autres également. Donc, et c'est là que j'ai commencé moi à pratiquer des tirages. Au tout départ avec des oracles, mais ça n'a pas duré bien longtemps cette histoire d'oracle. Très très vite, ça a été le tarot parce que déjà j'en avais et parce que j'aimais beaucoup cette histoire de ça marche en système en fait. Et c'est tout un système symbolique. Cet aspect de symbole, cet aspect de système était extrêmement séduisant pour moi. Et ensuite, là où ça a vraiment fait déclencheur, c'était donc c'est à ce moment-là. Donc effectivement, ça devait être du 2000, entre 2005 et 2010, où c'est vraiment, où les tirages sont vraiment entrés dans ma vie comme composante, composante spirituelle de ma vie. Et ensuite, c'est en 2017 que je me suis mise à montrer ça en ligne, un petit peu par hasard et juste au départ pour la beauté de la chose, parce que je trouvais ça joli, ludique et sympa, et que tout s'est emballé à partir de 2017 en termes professionnels cette fois. Alors, j'ai plein de questions. Vas-y, On va y aller. Dis-moi. Déjà, tu parlais du jeu des jeux de cartes à jouer, mais en même temps, que tu n'aimais pas forcément jouer avec les cartes à jouer. Oui, la bataille et tout, c'est pas... Tu les utilisais, tu avais une utilisation quand même ou c'était juste... Non, c'est marrant, je les regardais. Je les regardais, on pouvait jouer avec les personnages de la cour comme des vrais personnages d'ailleurs. Je les triais, je les retriais. Je faisais des patiences, ça oui, je faisais des patiences, des solitaires, tu vois. C'était plus un outil pour moi solitaire ou bien de temps de pause. Je pense que c'était un peu méditatif pour moi. C'était pas, ça a jamais trop été. Je suis pas très jeu de société en fait, donc c'était pour moi pas pour jouer avec les autres. Enfin, bien sûr, si ça m'arrive, hein, évidemment, mais bon. Et même le jeu de cartes divinatoire, du coup, que tu as eu là avec la petite chouette, tu t'en servais du coup en divination ou même pas forcément Je pense que dans ma tête, oui. Mais après, divination. Enfin, tu vois, c'est vraiment Madame Soleil comme jeu, quoi. Tu vois, c'est du coup entre ça et puis lire ton horoscope dans le journal le matin. Et je pense pas qu'il y avait une grosse. Enfin, puis j'étais effectivement très jeune. Je pense que j'avais, je sais pas, 10-11 ans à cette époque-là. Donc c'était pas. Je devais pas avoir une perspective sur le futur qui devait être très fouillée. Donc voilà, mais c'était vraiment ludique pour moi. Ok. Et du coup, le tarot, tu te rappelles un peu les références de tarot que tu avais à cette époque-là, quand tu as commencé? Tarot de Marseille. Et puis, et j'ai eu très vite le tarot de Bosch que je m'étais commandé en même temps que les premiers oracles que je m'étais commandé parce que j'adore le monde de Bosch, de Jérôme Bosch. Enfin, ce monde très fantasmatique, très fouillé, ça part dans tous les sens. Et du coup, je trouvais ça complètement pertinent d'avoir ça sous forme de tarot. Je ne comprenais rien au tarot. Enfin, je veux dire, pour moi, ça perdait très vite cet aspect numéraire, tu vois, parce que normalement, sur un jeu de cartes ou même sur les jeux de tarot de Marseille, un set de bâtons, tu vois, 7 bâtons, point, tu vois, c'est au moins tu sais ce que c'est. Et là, non, au contraire, c'était très illustré, donc pour moi, je me perdais dans le truc, quoi. Et avec des termes magiques que je ne comprenais pas. Je veux dire, c'est quoi en vrai un battleur, hein? Tu sais ce que c'est, toi? Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'un battleur, etc. Donc, il y avait quelque chose de très imagé, fantasmé, plein de termes médiévaux, et ça me faisait trop triper, quoi.
Oui, c'est ça, c'est cet aspect. Alors, je pense pas que ce soit un secret. Tu vis à côté de Troyes Ouais, et tu affectionnes particulièrement cette ville pour son patrimoine médiéval. Tu as vraiment cette connexion au Moyen Âge. oui. C'est pas péjoratif, hein, d'ailleurs, Ah souvent non, le non, non, c'est Moyen trop Âge cool. est connoté un petit peu péjorativement dans l'histoire, alors qu'en fait, quand on l'étudie vraiment, on se rend compte que c'était loin d'être une période aussi bête et sombre Ouais, que parfois on essaie de le faire croire. Donc tu as vraiment ce prisme-là et ça me fait penser à, j'ai le mot vraiment architecture depuis tout à l'heure quand tu parlais du système. oui. C'est vraiment ce principe d'architecture qu'on retrouve beaucoup au Moyen Âge, hein, d'ailleurs, avec ces créations de cathédrales, etc. Tu es vraiment connecté à ça. Oui. Mais et d'ailleurs, je pense aussi que ça m'a, enfin, que c'est un des outils, mais je l'enseigne un peu comme ça, hein, que c'est un des outils de connaissance du tarot, parce que si tu oublies la signification d'une des cartes, c'est facile de retrouver sa signification parce qu'elle se place dans un système. Ok. Et du coup, toi, comment tu as, puisque tu disais au départ, tu comprenais pas le terme de battleur, enfin, tu connaissais pas ce système. Comment tu as découvert et comment tu as approfondi ta connaissance de ce système-là? La connaissance, au départ, je pense que c'est venu de façon conjointe. Comment ça s'est passé? Punaise, en fait, c'était flou parce que étant donné que qu'il n'y avait pas d'objectif professionnel ni quoi que ce soit, tu vois, c'était très freestyle et c'était très selon le goût du jour pour moi. Et je pense que j'ai commencé à me faire des tirages de tarot comme je pouvais le faire un petit peu pour des oracles, tu vois, une carte ou deux cartes ou trois cartes, et ensuite de chercher ce que ça voulait dire déjà dans les petits livrets des jeux. Ouais, ça m'éclairait pas mal. Ça a été vraiment accès au petit livret. En plus de, bien sûr, ça, j'ai toujours eu ce truc de comment résonne la carte avec moi, de par son illustration, de par son énergie. Et c'était quoi la question déjà? euh, Comment tu t'es familiarisé avec ce système? Au départ, d'ailleurs, tu étais sur un système Marseille et tu es passé à un système Rider-Waite. Oui, mais voilà. Mais quand je me suis rendu compte aussi, au bout d'un moment, et là, je sais pas trop de comment c'est venu. Je me suis mise à, oui, si, je pense que c'était aussi par le monde des doulas. Je me suis mise à connecter avec tout le monde anglophone du tarot, qui est quand même radicalement du monde francophone. En tout cas, ça l'était à l'époque, avec tous les jeux type Rider-Waite-Smith et du coup des jeux illustrés de A à Z. Et je me suis mise à écouter énormément des nanas qui faisaient des vidéos pour expliquer tout ça. Mais il y a un moment où ça a basculé et je me suis vraiment immergée là-dedans à 100%. Et pas que, assez vite, je me suis mise à lire aussi des choses. Alors pour le coup, il y avait les vidéos étaient très très orientées féminin parce que il y avait beaucoup plus de nanas sur YouTube qui expliquaient ce que c'était. Et pour le côté plus littéraire, il y avait plus d'hommes. Même si pour le coup, j'ai beaucoup d'ouvrages féminins, mais il y avait, je sais pas si tu connais Robert Wang ou Milo Duquette. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont fait des rapprochements avec, qui ont déjà expliqué le tarot Thoth, qui ont déjà expliqué tout ce qui était tarot kabbalistique, etc. Donc je me suis mis à farfouiller, mais en mode, là aussi, j'avais le même. Alors c'était peut-être plus pratique. Ça avait été magique pour moi parce que c'est comme si j'arrivais à décoder la cathédrale et en plus à jouer avec. Parce que à l'heure actuelle, même si je suis très intéressée par l'histoire et notamment l'histoire du Moyen Âge, n'empêche que la cathédrale, je vais dedans et puis c'est un petit peu tout ce que je peux faire. Hein. Je veux dire, et voilà, je pars pas avec les statues puis je fais rien avec, tu vois. Et tandis que tout d'un coup, le jeu tarot, ça devenait accessible et ça devenait très très applicable à ma vie à moi, tu vois. Et ouais, je peux pas te dire, tu vois, le jour où ça a fait déclic, mais je pense que c'était bout à bout quelque chose de plus en plus passionnant qui s'est mis en place. Je comprends tout à fait, hein. Moi-même, je saurais pas dire exactement à quel moment. Voilà, il y a des formations dont je me rappelle, il y a le tirage que tu m'avais fait dont je me rappelle, mais après sur vraiment comment je suis rentré dans l'histoire des cartes, je saurais pas dire non plus. Donc, oui, je comprends tout à fait. C'est parcours de vie finalement. Ça a pas été ça a pas été quelque chose, un événement marquant, franc et précis. Donc, Ouais. Et pour revenir aussi à ce truc de comment c'est devenu le tarot peut changer ta vie, et là où je me suis mis à le vivre moi, c'était il y a eu deux choses. Déjà moi, entre-temps, j'étais devenue psychopraticienne, je faisais des thérapies de couple, etc. Et du coup, j'avais un esprit un peu plus psycho, tu vois,
dans ma façon d'aborder les gens, enfin les gens qui venaient à moi. Et ensuite, je me suis mis à développer le tarot de façon professionnelle. Pour le coup, le tarot développé de façon professionnelle a radicalement changé ma vie. Du coup, de façon conjointe, je me suis mis vraiment à développer le tarot pour prendre mes décisions, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et en plus, je le voyais, étant donné que je faisais des consultations, je le voyais appliqué aux autres. Et je me disais, oh, la vache, quand même. Et voilà, c'est de là que ça vient. Le tarot peut changer ta vie. Et du coup, donc, à la fois, tu as déjà commencé à évoquer ton côté intuitif, qui te tient très à cœur. D'ailleurs, ton initiation s'appelle Initiation au tarot intuitif. Ouais. Tout en maîtrisant l'architecture, la structure du tarot. Du coup, comment toi, tu interprètes ce mélange des deux qui sont, parce qu'il y a des gens qui se basent uniquement sur la structure, il y a des gens qui se basent uniquement sur l'intuition. Toi, tu mêles les deux. Ouais. Dans quelle proportion, comment, pourquoi? Voilà, si tu veux développer un petit peu ce sujet. Ok. Ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui pose pas mal problème aux gens. Faut forcément un peu choisir son camp. Et effectivement, j'ai pas du tout choisi mon camp. Parce que c'est comme ça que je fonctionne dans la vie et que tout le monde fonctionne dans la vie, je pense. C'est-à-dire que je rattache la signification traditionnelle, c'est juste la signification traditionnelle, là je vais pas m'étendre là-dessus, mais pour moi il y a besoin de cette espèce de petit savoir de base. C'est pas, à chaque fois c'est pas énorme en plus pour chaque carte, je trouve que c'est pas enfin je veux dire, ouais voilà, c'est pas si énorme que ça. Et pour l'intuition, ça fait partie plus de qui on est au moment où on lit les cartes. C'est-à-dire ce qui va résonner pour nous. Il y a des moments où on est vraiment plus perméable à la tristesse, il y a des moments où on est plus perméable aux couleurs, il y a des moments où on est plus perméable à en fait telles énergies. Et pour moi, c'est comme si je les prends vraiment comme des gens qu'on rencontrerait en vrai. Par exemple, voilà, je te rencontre toi et je me dis voilà, c'est Nico, c'est un homme, il a une barbe, il vend des tarots. Enfin, tu vois, il y a un tas de savoirs qu'on peut avoir sur toi et que, enfin, je veux dire, c'est comme ça. Personne va pas trop pouvoir me dire l'inverse, tu vois. Et en parallèle, il y a tout le Nico que je rencontre à ce moment-là, selon l'énergie dans toi laquelle tu es, selon l'énergie moi dans laquelle je suis, selon nos parcours de vie du moment. Et à chaque fois, ça va être évolutif et changeant. Mais ça n'empêche pas que tu es toujours un homme, que tu as toujours une boutique de tarot. Et je fais à chaque fois ce mix des deux. Alors pour le coup, là, je parle même pas tellement d'intuition, je parle vraiment de juste qui on est au moment où on tire le tarot dans un certain jeu et dans certaines circonstances. Mais pour moi, c'est là que ça se mêle, en fait. Là, c'est hyper intéressant. Je l'avais jamais entendu exprimer comme ça, et c'est vrai que ça fait totalement sens, puisque dans les relations humaines, c'est pareil. Effectivement, on a beau connaître les gens en fonction de l'énergie, de la situation, de la période dans laquelle on se trouve. On n'est pas toujours les mêmes, on réagit pas toujours de la même façon, et inversement. Donc, ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a certaines cartes, quand on les voit apparaître, il y a certaines fois où on se dit « Ah ouais, enfin cette carte, ça fait si longtemps que je l'attends ». Et d'autres fois, c'est sérieux, quoi. Et tu rebats ton jeu pour en trouver une autre, quoi. Et tu as cette même facilité que ce soit pour toi, parce que tu tires énormément pour toi. En tout cas, tu le montres sur Instagram. Hein, c'est vrai que tu fais beaucoup de quasi quotidien, en fait, même quotidien, oui, pour toi. Peut-être moins aujourd'hui pour les autres. Ouais, c'est moins pour les autres. Mais après, c'est aussi... Pour le coup, c'est de plus en plus devenu ça ma pratique et de plus en plus devenu ça mon enseignement. Je vois vraiment comme le tarot ou les tirages de tarot comme un miroir de nous-mêmes à un instant T. Et du coup, je le prends vraiment comme un exercice d'introspection, de savoir où j'en suis, de savoir ce qui mériterait d'être adressé en ce moment. Et là où je transmets le plus, en fait, quand je donne des cours, etc., c'est apprendre pour les gens à décortiquer ça pour eux-mêmes. Ok, je comprends. Et du coup, quand toi, tu tirais à l'époque pour les gens, tu étais dans le même... est-ce que c'est toi qui interprétais la carte pour la personne, ou tu te connectais à l'énergie de la personne? Est-ce que tu saurais nous dire, d'ailleurs, parce que c'est vraiment du domaine du subtil et des croyances personnelles, encore une fois? Alors, je veux juste faire une pause là-dessus par rapport à moi, à ma façon de tirer. Déjà, je fais pas du divinatoire, en tout cas pas du divinatoire strict,
dans le sens où je peux dire quelque chose comme ces temps-ci tu fais ça et ça et ça, et du coup naturellement ça risque de déboucher sur ça et ça et ça. Mais c'est pas du voilà mon fils tu seras médecin, tu vois. C'est je sais pas faire ça. Je fais pas du futur en place, on va dire. Et donc voilà. Et ensuite, en fait, je pars du principe que on a tous cette intuition vis-à-vis des gens. On est tous capables de lire quelque part l'énergie des gens parce que tout simplement on est des êtres humains et on fonctionne comme ça. Par contre, c'est pas forcément des choses qu'on s'autorise à admettre ou qu'on s'autorise à dire à haute voix. Et le fait de lire le tarot face à quelqu'un nous donne cette autorisation-là. Par exemple, j'arrive chez quelqu'un, je me rends compte qu'il est profondément dérangé, énervé, qui sait même pas trop pourquoi, est perdu et il n'arrive pas à prendre une bonne décision dans sa vie. Honnêtement, je vais jamais lui dire ça en face, et puis même, je vais peut-être pas être moi-même très consciente de ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Mais n'empêche que quand je lui tire les cartes et quand ça apparaît, ça sonne hyper juste. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que les cartes nous autorisent à nous mettre en lien avec notre intuition et du coup à transmettre ce qu'on ressent intuitivement de l'autre. Même si après, là, moi, j'ai pas forcément accès à ça. C'est de pourquoi t'es tellement énervé. Peut-être que je vais saisir que c'est à propos d'une relation. Peut-être que je vais saisir que c'est à cause d'une relation féminine, mais je vais pas pouvoir aller beaucoup au-delà. Il y a un moment, ça s'arrête et c'est l'autre qui va devoir me donner ses réponses. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Oui, je pense aussi que quand on est en relation avec quelqu'un, mais quand je dis relation, ça peut être en ligne aussi ou bien juste d'après des écrits, hein, c'est pas forcément une connexion physique. Je pense que quand on s'autorise à vraiment être en relation, c'est comme si on se mettait à vibrer un petit peu sur sa fréquence à lui ou à elle, et que, comment te dire ? Et quand on fait un tirage de tarot, des fois, les émotions ou les images qui nous viennent, du coup, sont celles de l'autre. On arrive à se mettre en vibration avec l'autre au point d'avoir peur quand lui il a peur, d'être triste quand lui il est triste, pour les mêmes raisons en fait, alors que nous, on n'a pas forcément cette peur-là ou cette tristesse-là dans notre vie. C'est transcrit par la carte de tarot, mais enfin, ça m'est souvent arrivé, par exemple, voilà, de sortir une carte de tarot, de voir la carte de tarot, de sentir que c'était super triste, alors que je n'étais pas triste, moi. Enfin, j'avais pas de souci là-dessus dans ma vie. Et de lui demander, mais écoute, là, je vois effectivement 2 femmes, machin chose, et pourquoi c'est tellement triste pour toi ? Et de saisir la personne en mode, oui, effectivement, je suis très triste pour blablabla. Bla, bla. Mais je pense que les cartes, elles arrivent à désigner ces points de résonance-là. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très désarçonnée quand les gens viennent me voir et cherchent à avoir de moi une méthode pour lire le tarot de façon objective, alors que j'ai jamais lu le tarot de façon objective. Moi, devant le tarot, j'ai peur et je suis triste et je suis joyeuse et j'ai envie et je suis enthousiaste, ou au contraire, je suis répugnée, ou voilà. Mais je suis pas objective. C'est très émotionnel en fait. Ouais. Pour moi, en tout cas, oui. Parce que l'intuition passe par l'émotion ? Pour moi, toi ? oui. Ouais, effectivement. Ok. Et quand tu disais la carte va venir mettre le point sur cette focale, sur ce point de vibration en question, justement, pour toi, qu'est-ce qui fait sortir la bonne carte au bon endroit ? Est-ce que c'est justement cette vibration partagée qui va se ressentir dans les cartes et qui va permettre à la carte qui doit sortir de sortir ? Est-ce que c'est plus un canal qui vient d'une autre dimension ? Est-ce que c'est, je sais pas, les esprits de la nature, les guides, les anges, tu vois, peu importe encore le système de croyance de chacun et chacune. Dans ton système de croyance à toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Peut-être pas d'ailleurs. Bien sûr, parce que ça, c'est un grand bug quand même. Autant tout ce qui est intuitif et psychologique à l'intérieur de nous, c'est limite, il y a quelque chose de plus rationnel. Autant pourquoi cette carte de tarot est sortie, c'est assez inexplicable. Enfin, il y en a quand même 78, quoi. Il y a deux explications pour moi. Enfin, et j'alterne en fait. Il y a des fois où je suis vraiment en mode très très spirituel, très connecté, très tu vois croyance en quelque chose de très grand, etc. Et dans ce cas-là, je suis en mode ben voilà, c'était inspiré par le grand tout que cette carte sorte aujourd'hui. Point. C'est les synchronicités du fur et à mesure. Parce qu'en plus, il y a jamais, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'il y a jamais juste le mélange qu'on fait au moment même où on pense à la personne. Il y a tous les mélanges d'avant qui fait que le jeu est dans tel ordre dans tes mains, tu vois, aujourd'hui.
Donc voilà. Donc je me dis non seulement c'est la synchronicité du jour, mais ça veut dire que ça fonctionne sans doute depuis. Des fois c'est des jeux, tu sais, tu les as pas touchés depuis 2 ans, donc ça veut dire que c'est une synchronicité qui remonte à 2 ans. Oh mon Dieu, c'est magique. Et du coup il y a vraiment cette croyance forte en tout ce qui est magique et subtil, etc. Des fois j'ai mon côté hyper terre à terre et psycho qui reprend largement le dessus, mais j'alterne entre les deux. Je me dis qu'aucune version n'est totalement vraie, tu vois. Et dans ce cas-là, je me dis juste, mais de toute façon, des cartes, par exemple, qui veulent dire non dans le tarot, je pense que c'est juste la moitié du jeu, tu vois. Et de toute façon, il y a un moment, notre résonance à nous, elle va être tellement forte que tu vas pouvoir lire, mais vraiment ce que tu veux dans les cartes. C'est plus une question de comment tu vas le tourner. Enfin, je veux dire, de toute façon, ça m'arrive quasiment jamais de tirer juste une carte. Donc, de toute façon, quand je tire, en tout cas, à quelqu'un, sérieusement, au minimum, il y en a 6. Et le sujet sera forcément amené. Le sujet qui doit sortir pour la personne sera forcément amené dans au moins une des 6 cartes. Et c'est tout. Et tu es partisane des... C'est rare en ce moment, je trouve, les partisans, les partisanes des tirages longs. On voit fleurir pléthore de non, c'est 3 cartes maximum, au-delà, ça sert à rien, ouais. On se noie, Non, c'est une impression que moi j'ai, hein, peut-être que il y a que moi qui partage cette impression-là. Mais tu vois, un peu comme si, non, pas besoin de tirage long, plus c'est long, plus on risque de noyer le message ou de... Alors que toi, et d'ailleurs, moi, le tirage que j'ai reçu de ta part, c'était une croix celtique. Et donc, une croix celtique, il y en a quand même, je ne sais plus combien exactement, mais il y en a quelques-unes. Donc, toi, t'es plutôt, tu vas vraiment cerner... Ouais, non, enfin, je suis ni pour ni contre ni l'un ni l'autre. Honnêtement, quand il s'agit de se faire des tirages quotidiens, je déconseille des tirages à 10 cartes. Quand il s'agit aussi d'une personne qui est en train de débuter, je déconseille fortement et je lui dis effectivement 2 et 3 ou 3, ce sera mais largement suffisant. Donc il y a aussi toutes les circonstances, mais si une personne, voilà, je devais faire un tirage de tarot, je prends le temps pendant 1 heure pour cheminer avec une personne, oui, ça va être plus long. Là où je suis contre, enfin, je sais pas si je suis contre, c'est du genre, je ne comprends pas ce que les cartes veulent me dire et je vais me remettre à tirer pour éclaircir le message. Ça, j'y crois pas du tout, parce que je pense que ça peut apporter facilement beaucoup plus de confusion, mais c'est tout, en fait. Comment tu te dépêtres d'une telle situation quand ça arrive ? Quand je sais pas du tout, je pense que vraiment quand j'y arrive pas, je remets à plus tard. Alors des fois, imaginons on est vraiment sur imaginons un tirage à 6 cartes, je bute complètement sur la 3e carte, je sais juste pas quoi dire, rien ne me vient. La personne, même si je l'interroge, rien ne lui vient. Je lui dis juste on va continuer et en général la réponse est dans les prochaines cartes parce que ça va apporter un éclairage particulier à cette carte butoir. Et puis des fois juste ça m'est arrivé que juste voilà, ça peut arriver qu'il y ait vraiment des blancs et du coup ça m'est arrivé de demander à la personne ouais, note, voilà, qu'est-ce que cette carte veut dire dans telle circonstance parce que là je trouve pas et je fais confiance, je fais mais dis-moi, reviens vers me voir dans 5 jours, dis-moi ce que ça voulait dire, je suis curieuse et la réponse vient dans quelques jours. Et pour moi aussi, je veux dire quand il y a vraiment une carte de tirage sur laquelle vraiment j'ai séché, ben en général ouais, quelques jours après j'ai la réponse quand même. Donc ouais. Toi, tu fais comment ? Moi, je fais comment ? Moi, je me désespère, je me désespère, je renverse la table et je pars en grognant. Ah oui, c'est mature comme réaction. Non, mais c'est vrai que parfois, ça me fait penser du coup à des fois où j'ai tiré les cartes pour moi ou pour les autres. Et tu dis, voilà, tu interprètes. Ouais. Et puis dans la soirée ou le lendemain matin, tu dis ah mais mince, c'était plutôt ça, j'aurais dû dire ça comme ça. Et là, tu te dis ah c'est un peu frustrant quand même. Oui. Voilà. Mais après, il y a des fois où par manque de pratique, en vrai, hein, moi, je m'en suis rendu compte, et c'est d'ailleurs ce que tu prônes aussi, c'est vraiment la pratique. Au-delà, voilà, maîtriser le système dans ses grandes lignes, et ensuite, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret, et c'est vrai que plus tu pratiques, et plus finalement les informations viennent naturellement, Oui. ou en tout cas plus facilement que si tu pratiques pas du tout. Et en tout cas pour moi, parce que j'ai pas, peut-être qu'avec suffisamment de bagages tu peux faire une pause et puis revenir,
Je sais Ouais. pas. Je pense aussi que c'est d'être peut-être ce qui aide beaucoup à débugger, c'est d'être justement décomplexé face au fait de ne pas savoir. Et personnellement, tu vois, ça me va si de temps en temps il y a un bug, tu vois, j'en fais pas une montagne en fait. C'est ok, ça peut arriver comme tu vois, enfin voilà, ça arrive dans tous les champs de vie. Donc pourquoi est-ce que ce serait obligatoire pour les tarots d'avoir toujours réponse à tout, de tout ce que les cartes veulent dire dans absolument toutes les circonstances? Et je pense que au contraire, les personnes qui ont très très peur de ne pas savoir, de sécher, de dire une mauvaise réponse, voilà, il y a beaucoup plus. Enfin, ça crée plus d'erreurs au final. Ça m'inspire une réflexion, du coup, c'est ce pouvoir, cette importance, cette responsabilisation qu'on accorde parfois aux cartes, de façon parfois disproportionnée, justement, qui nous aide à nous déresponsabiliser un petit peu. Et du coup, je fais le parallèle avec le tarot peut changer ta vie. Alors, du coup, comment, là, je viens un petit peu te titiller, Ouais, 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 ouais. comment le tarot peut changer ta vie sans pour autant nous déresponsabiliser, sans pour autant y accorder une importance disproportionnée dans ta vision à toi? Comment tu l'articulerais? Dans le tarot peut changer ta vie, il y avait plusieurs parties pour moi. Moi, il y a déjà professionnellement en parlant, ça avait changé ma vie, point, tu vois. Et c'est ça que je transmets aussi. Mais d'un autre côté, c'était plus ce que je veux dire par là, c'est en étant très très conscient de qui on est, de comment on fonctionne, de ce qui nous bloque ces temps-ci, en acceptant de se voir franchement, ça change notre façon de nous conduire dans la vie. Donc là, pour le coup, c'est plus une question d'honnêteté que nous permet le tarot. Mais là, on ne parle pas forcément de responsabilité, on parle juste d'accepter d'avoir un vrai miroir en face, tu vois, et de se conduire en conséquence de ça. Et après, ça m'est arrivé dans certaines périodes de vie. Euh, Ouais, il y a eu certaines périodes de vie, je parle surtout au niveau professionnel, où je me sentais particulièrement perdue, où je sentais que franchement, juste, il y avait rien qui marchait financièrement parlant, où, tu vois, j'avais ce truc de punaise, mais je vais tout faire passer par la fenêtre et puis juste au revoir tout le monde, quoi. Euh, et d'accepter de juste ne plus prendre de décision en propre et de juste laisser le tarot me guider, ou de juste laisser d'autres signes me guider, ou des grandes je me laissais aussi aller à mon envie. Par exemple, si je sentais que c'était un vrai non, je m'autorisais à dire non. Quand c'était un vrai oui, je m'autorisais à dire oui sans forcément avoir recours aux cartes, etc. Mais en gros, il y a des périodes de ma vie où je savais plus du tout où j'en étais et j'ai accepté de me laisser juste guider par le tarot. Et en général, ça a débloqué des choses assez magiques pour moi. Donc ça, c'était assez formidable. Et je pense que j'ai accepté d'être déresponsabilisée à ce moment-là. C'était en mode, allez, zouf, pour une fois, c'est plus moi qui décide et ce sera très très bien comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai accepté. Mais après, dans les périodes où, tu vois, où je vois que ce que je fais peut marcher à peu près, j'ai mon plein sens des responsabilités, de mon pouvoir, de c'est moi qui décide. Mais ça, je le dis aussi, en fait, que c'est pas parce que le tarot t'a dit un truc que t'es obligé d'agir selon ce truc-là, quoi. Je pense que ça dépend de l'importance que tu décides de lui apporter à ce moment-là, mais c'est bien de l'interroger, ça, je trouve, de se dire, bon, il y a des fois, je suis perdue, et puis juste, je vais me laisser aller, je vais me laisser porter par ce monde-là, ou des fois, ben, juste non, enfin, je veux dire, c'est un petit peu moi qui dirige le bateau, là. Donc, ouais, je suis curieuse d'avoir ta vision des choses là-dessus. C'est hyper intéressant. Après, effectivement, pour moi, le tarot demeure un outil, hein, effectivement. Et comme tout outil, tu peux t'en servir. Je sais pas, j'ai l'image du couteau. Tu peux t'en servir pour couper ta viande ou pas ta viande si t'es pas carnivore, et ou le planter dans quelqu'un, et ce qui n'est pas du tout recommandé. Oui, oui, non, bien Donc, sûr. voilà, on parle. J'ai aussi du coup l'association avec l'IA dont on parle beaucoup ces Mm. temps-ci, qui révolutionne véritablement, qui va en tout cas continuer à révolutionner véritablement nos vies, hein, qu'elles soient dans tous les domaines. Et donc effectivement, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait. Et je trouve que c'était hyper intéressant que tu nous parles de cette honnêteté, de se voir, parce que et que le tarot
peut-être ce miroir dans lequel on peut se voir vraiment au-delà de nos projections ou des projections que les autres nous ont imposées au fil de notre construction familiale, sociétale, éducationnelle, etc. Nous voir au-delà de ces limitations, de ces conditionnements, de ces masques qu'on porte quasi en permanence. Et c'est pour ça que moi, le tarot me plaît, parce que c'est un outil spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est revenir à l'essence la plus pure de nos êtres, au-delà de ces masques, de ces conditionnements et de ces limitations. Donc, j'étais content que tu parles de ça, Ouais. même si, encore une fois, ça reste un outil et qu'on peut choisir vraiment de se dépouiller pour s'y voir, comme on peut choisir de voir ce qu'on a envie d'y voir aussi. Oui, et ça, c'est vraiment mon utilisation à moi du tarot. Mais je veux dire, il y en a plein. Enfin, il y a des gens qui décident vraiment de l'utiliser plus pour examiner le monde à l'extérieur d'eux. Et c'est OK, vraiment. C'est. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été prise au dépourvu de voir qu'il y avait certaines, au départ, des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que juste, je ne sais pas voir ça dans les cartes. Je veux dire, ça, c'est des gens désespérés qui avaient perdu leur chat et qui voulaient qu'avec le tarot, je les aide à trouver leur chat. Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire et qui arrivent effectivement à avoir des événements très extérieurs d'eux-mêmes dans les cartes. C'est pas ma pratique, c'est pas ce que je sais faire. Du coup, j'étais vraiment désolée de ne pas pouvoir aider dans ce cas-là, tu vois. Mais effectivement, on peut choisir la pratique qu'on a du tarot. Mais effectivement, quand on aide à trouver des objets ou des personnes disparues, c'est plus un miroir de soi. On n'est plus en train de se demander avec qui on n'a pas été honnête et qu'est-ce qu'on... Enfin voilà, c'est pas du tout ce genre de perspective. Et finalement, du coup, je vais boucler la boucle, c'est que le tarot peut changer ta vie, mais il peut changer ta vie en te changeant toi-même. Ah oui, mais c'est bien ça le but, oui. C'est ça. Ce que j'aime bien aussi dans la perspective que j'avais de temps en temps de laisser le tarot prendre des décisions, c'est que ça permet de temps en temps de faire des espèces de sauts de la foi, tu vois. Du style quelque chose que... Ça m'est arrivé, c'est très énervant. Ça m'est arrivé quand j'étais à la fin de mon parcours en thérapie conjugale, quand j'ai fait de la thérapie conjugale, j'étais de plus en plus dans le tarot, de moins en moins dans la thérapie conjugale, et ça m'est arrivé, mais franchement ça a été rare, de combiner les deux, c'est-à-dire que des personnes qui venaient pour de la thérapie conjugale me demandent un tirage de tarot en plus. Et il y avait des actions évidentes et pleines de bon sens que je leur avais conseillé en tant que thérapeute de faire pour sortir d'une situation qui n'allait plus. Et franchement, ils me regardaient en mode, mais de toute façon, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Et puis, ça leur semblait être une très mauvaise idée. Je leur donnais le même schéma de pensée et le même conseil final avec le tarot, et ils l'appliquaient parce que c'était quand même super génial, quoi. C'est très, très vexant. Un conseil issu du tarot est des fois beaucoup plus saisi et appliqué que quelque chose qui relève juste du pur bon sens. Hyper intéressant comme réflexion et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je ne sais pas si ça tient à la visualisation d'une image, si ça tient au support extérieur dans lequel finalement on a plus confiance qu'en son thérapeute. Probablement un peu des deux. Ouais, un peu des deux, et aussi, franchement, il y a juste quelque chose de magique et de divin qui imprègne le tarot, qui fait qu'il y a une espèce d'obligation à obéir. Là, je trouve ça... C'est quand j'ai vu ça que je me suis rendu compte des déviances possibles, de la manipulation possible aussi. Le tarot donne une autorité divine qui, à mon sens, il ne devrait pas forcément avoir, en fait. Tu veux développer ce sujet? Je trouve que c'est intéressant d'en parler. Quand une personne qui lit le tarot et le lit bien, et le lit à une personne qui n'a pas forcément cette approche-là, en fait, qui n'est pas forcément, qui est vraiment complètement novice, elle va vraiment avoir l'impression de parler avec quelque chose de divin, et du coup, un conseil qui est donné, je reprends ton exemple du couteau, du style, voilà, ton conjoint qui n'est pas très gentil, franchement, les cartes de tarot te conseillent de le tuer. Je sais pas à quel point ça peut être, tu vois, ouais, ça me met très mal à l'aise de penser ça, tu vois. Parce que du coup, c'est pas perçu comme un conseil de quelqu'un d'humain qui est peut-être un petit peu remonté contre certaines personnes. C'est perçu comme Dieu m'a parlé à travers les cartes, quoi. Et c'est des fois, je suis mal à l'aise quand certaines personnes viennent me dire que oh là là, mon Dieu, mais le tarot m'a dit de faire ça ou m'a dit ça de moi et que du coup, voilà, le tarot. Enfin, il y a une cartomancienne un jour qui m'avait dit que j'allais perdre mon enfant. Enfin, des choses qui sont vraiment trash. Et tu te dis,
de toute façon, c'est pas la peine que j'essaye de lancer ça parce que de toute façon, c'est la fin du monde dans 2 ans. Mais bien sûr, mais quelle bonne idée. Tu vois, il y a quelque chose qui place le tarologue au-dessus du consultant qui me gêne. Mais et à juste titre, effectivement, tout ce risque de dérive, de prise de pouvoir, voire de possession parfois, est extrêmement dangereux, et c'est pour ça qu'il faut bien rappeler discernement et éthique sont hyper importantes dans ces domaines-là. Ouais. Pour le coup, je suis pas trop là-dedans, mais tu vois, il y a toute une ambiance autour de la cartomancie qui peut être facilement posée. Si, mine de rien, je l'ai en partie, tu vois, il y a un hôtel derrière moi, je mets facilement des bougies en place, etc. Mais il y a ce truc que tu vois dans les films, tu vois, on entre dans l'endroit où le praticien exerce, il y a une table qui est faite de vieux bois, tu sens les odeurs, il y a de l'encens, il y a moult bougies, tu vois pas grand-chose, souvent c'est pas très clair, et puis du coup on te sort une carte qui est hyper symbolique, et tu vois, il y a facilement un phénomène un peu hypnotique autour de ça, et en même temps, je conçois que c'est super agréable, tu vois, pour moi, aimer poser les ambiances, c'est super chouette à faire. Enfin, je veux dire, toi aussi, tu vois, quand tu as plusieurs jeux de tarot, tu vois bien que chacun t'emmène dans un monde bien particulier. Et en fait, j'aime bien cette ambiance. Quelque part, ça, c'est un gros essor d'intuition aussi quand on arrive à poser un super beau cadre. Et d'un autre côté, effectivement, à quel point c'est pas complètement hypnotique pour une personne qui pourrait être facilement manipulable. C'est une sacralisation de la pratique et de l'objet à laquelle il faut effectivement faire attention, Ouais. Notamment sur des personnes qui peuvent être en fragilité. Je ne dis pas que les personnes sont fragiles, mais on traverse tous au cours de notre histoire des périodes de fragilité. Et c'est vrai que il faut faire attention dans ces cas-là. Et d'ailleurs, justement, quand on est praticien et cartomancien, comme toi tu peux l'être, comment tu arrives à juger de ce que tu peux dire, de ce que tu dois dire, est-ce que tu te mets des limites des fois dans ce que tu vois et dans ce que tu rapportes, ou pas forcément? Non, pas forcément. Parce que, déjà, comme je l'ai dit, j'ai pas des visions de l'autre assez précises pour que ça lui parle directement de, voilà, il y a machin qui va mourir dans ta vie, tu vois, c'est rarement aussi ciblé que ça. Et que du coup, je parle en termes d'impression générale, je parle en termes émotionnels, et je lui demande pour cette personne à quoi ça correspond. Du coup, c'est plutôt la personne qui va me fournir ces réponses précises là. J'ai jamais prédit la fin du monde à personne, par exemple. Donc non, je m'interdis rien. Des fois, tu vois, parce que je fais aussi des libérations énergétiques avec le tarot, ça peut m'arriver, parce que je sais que des fois, il y a des sujets qui sont fragiles pour certaines personnes, et c'est pas le moment de les aborder. Et je demande, est-ce qu'il y a un sujet tabou? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on parlera pas, même symboliquement, on met ça sous cloche, et imaginons, je sais pas, la personne vient de perdre son père il y a vraiment pas longtemps, le deuil n'est pas fait, elle a pas très envie de faire le deuil d'ailleurs, elle vient vers moi pour me parler de questions professionnelles, et du coup, c'est pas la question. Et elle me dit, non, voilà, le décès de mon père, je veux juste, là, j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui, on va pas en parler maintenant. Du coup, pas là-dessus. Ok, pas là-dessus. Je demande en général quand les gens veulent pas que j'aille vers quelque chose. Et si, alors je vais creuser là cet exemple que je trouve hyper intéressant. Si justement, dans sa problématique professionnelle, toi, tu te rends compte dans la lecture des cartes que justement, en fait, ce blocage, il vient de ce deuil qu'elle n'accepte pas. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Je pense que je pose vraiment l'intention de on va chercher autre chose. Et je pense que quand on a, tu vois, un blocage professionnel, il vient à chaque fois de beaucoup d'endroits à la fois, enfin pas beaucoup, 3 endroits à la fois, on va dire. Et du coup, il y en a un que je toucherai pas pour l'instant, et c'est ok. Et tu as abordé la partie énergétique, donc ça m'intéresse parce que justement, je voulais en parler quand on mentionnait le fait que le tarot peut changer ta vie en te changeant toi. Ouais. Finalement, il va transformer ta vie à l'extérieur. Ouais. Et donc, ces libérations énergétiques, je pense qu'elles participent justement de ce changement de vibration intérieure pour changer ton monde extérieur. Est-ce que tu veux développer un petit peu ta pratique du coup de l'utilisation, comment tu utilises l'objet du jeu de cartes, on est là pour parler cartothèque, alors on viendra après à ta collection, mais comment tu utilises le jeu de cartes dans cette utilisation énergétique et vibratoire?
Déjà, dans ma façon de pratiquer tout ce qui est énergétique, je le fais pas à blanc. Par exemple, je fais pas sur une personne qui me dit, oh là là, mais j'ai des blocages, ou je me sens pas bien, ou quelque chose comme ça. C'est pas que ça se fait pas, hein. C'est pas dans ma pratique. Moi, je vais vraiment prendre les personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose, type un développement professionnel quelconque, ou une créativité quelconque, ou de rencontrer l'âme sœur, ou n'importe quoi, ou une nouvelle voiture, enfin voilà, ce qu'elles veulent. Et en fait, sur ce parcours-là, elles sentent qu'elles y arrivent pas et qu'elles sont pas profondément alignées avec ce désir qu'elles ont. Et c'est là-dessus que je fais intervenir le tarot pour pouvoir faire un réalignement énergétique, en fait. Et avec le tarot, je vais pouvoir cibler, en fait, soit des histoires qu'on se raconte, soit des poids émotionnels qu'on porte encore. Et c'est le tarot qui va m'aider à trouver quels sont ces poids qu'on traîne encore et qui nous empêchent d'être alignés avec cette chose qu'on veut atteindre. Et avec des rituels type méditation, etc., on va pouvoir désamorcer ces poids-là. Et les cartes de tarot vont aussi m'aider à identifier de quelles énergies cette personne a besoin pour être vraiment cette personne qui a ce nouvel amour ou a cette nouvelle voiture ou a cette nouvelle collection de tarot. C'est un petit peu comme ça que ça se passe au niveau du processus. En fait, c'est l'utilisation principale d'ailleurs que j'ai du tarot, de voir ce qu'on porte en nous et qui ne va pas actuellement avec ce qu'on voudrait être dans l'idéal. Ce qui vibratoirement bloque et de façon à remplacer ces blocages vibratoires. Encore une fois, là, on est dans le domaine du subtil et des croyances, évidemment. On n'impose rien à personne, on explique juste comment toi tu pratiques et comment toi tu enseignes aussi, puisque ça fait partie de ton enseignement dans les retraites expériences tarot que tu organises. Après, enfin, tu vois, tu dis que c'est subtil, etc. Mais là aussi, j'ai toujours les deux personnes en moi qui alternent régulièrement, qui ont effectivement, c'est notre être subtil, c'est ce qu'on dégage au niveau de notre aura, etc. C'est limite peut-être un espace de nous supérieur qui est plus aligné avec ce qu'on dégage là sur Terre. Ok. Et il y a des fois juste émotionnellement parlant, si t'essayes de convaincre quelqu'un que t'es quelqu'un d'intéressant professionnellement, alors que à l'intérieur de toi, on sent bien que tout ce que tu dégages, c'est un manque de confiance en toi, de la peur de pas être accepté et la mémoire d'avoir été rejeté par ta maman quand t'étais petit, ça va pas trop le faire. Et c'est juste, tu vois, de l'émotionnel et du psychologique, et ça marche aussi en fait. Ça marche quel que soit le degré plus ou moins spirituel sur lequel on fait ce travail. C'est bien d'avoir... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi en plus. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à cataloguer, étiqueter, voire à séparer, alors qu'en fait, finalement, y a, tout finalement se rejoint quand même assez souvent. Ouais, mais c'est marrant, du coup, on parle pas de la même façon, tu vois. Quand t'as, je sais pas, imagine, t'as quelqu'un en face de toi qui est insultant, pas forcément envers toi, mais qui est juste, il dit des choses très insultantes. Quand t'es en mode très très spirituel et énergétique, tu vas lui dire, mais tu te rends compte des énergies que t'es en train d'envoyer et de ce qu'il risque de te renvoyer, enfin de toi t'arriver en pleine figure en retour. Et au contraire, quand t'es plus sur le pôle matériel et psychologique, tu vas plutôt dire quelque chose comme mais qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Je t'aime. Effectivement, oui, la violence oui, la violence, la méchanceté sont souvent des conséquences de souffrance intérieure. C'est bien d'en avoir conscience, que ce soit sur un domaine spirituel ou psychologique. Mais tu peux faire les deux en même temps et c'est assez rigolo. On va terminer, alors on va pas terminer tout de suite, mais du coup on va quand même parler de ta cartothèque. Moi, elle m'intrigue un peu, ta cartothèque. Je la vois derrière toi puisqu'on se voit au moment d'enregistrer, on se voit. Tu as une cartothèque que je qualifierais de, comment je pourrais la qualifier, d'assez, je sais pas, immuable. Je sais pas pourquoi je dis immuable. Je t'ai dit rigide en off, mais ça convient pas non plus. Je trouve pas le mot qui convient. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup, de par ma profession aujourd'hui, je vois beaucoup de cartothèques évolutives. Alors, qu'elles soient en croissance perpétuelle pour certaines personnes, au-delà de seuils qui paraissent d'ailleurs parfois impressionnants, ou sinon, je vois beaucoup de cartothèques de jeux qui rentrent, de jeux qui sortent, voilà. Toi, j'ai l'impression vraiment que tu as, je sais pas d'ailleurs combien tu en as exactement, tu vas nous dire,
mais tu as ta cartothèque et en fait, elle est peut-être pas évolutive, c'est peut-être ça finalement l'adjectif. Elle n'est pas si évolutive que ça, ou alors vraiment, je sais pas, tu dois peut-être acheter un jeu par an, peut-être même Non, pas, tout, plus que ça quand même. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous. J'en ai environ 25, j'ai fait le compte l'autre jour. Il y a quelques jeux que j'ai qui sont vraiment, mais ça, je pense que la majorité des gens ont ça, des jeux qui sont destinés à l'étude, ou par exemple, j'ai le Rider Waite Smith, avec lequel je tire quasiment plus. J'ai 2 tarots de Marseille, j'ai le Hermétique Tarot, qui pour moi aussi est un jeu d'étude, j'ai le Thoth, que j'utilise pour l'étude, et tout ça, c'est des jeux que je ne vais pas donner, que je ne vais pas revendre, que je vais garder, parce que, tu vois, c'est mes références, et puis si j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'y revenir, et c'est tout. Mais c'est pas des jeux, par exemple, ils sont rangés. C'est pas des jeux battus. Donc voilà, ça, ils sont là, et en général, ils resteront là, normalement. J'ai des jeux qui ont été vraiment fondateurs pour moi en termes de comment j'ai développé mon approche du tarot. Notamment, voilà, quand je me suis lancée professionnellement, etc., qui sont le Wild Unknown Tarot, qui est devenu, mon Dieu, mais franchement, si tu peux faire quelque chose dans le monde de l'édition pour les traductions pourries, je suis très très preneuse, parce que le tarot des mondes sauvages et inconnus, c'est nul, mais c'est nul. Je n'aime pas les traductions françaises. Il y a quoi encore? Il y a le Shadowscapes Tarot, qui est le tarot des mondes oniriques. Pour le coup, je suis assez d'accord avec la traduction. Et je pense que c'est tout. Peut-être le Good Tarot, le tarot de la bienveillance, qui sont vraiment comme des pièces fondatrices chez moi. Oui, ici, le Mariel Tarot. Enfin voilà, j'ai quelques pièces fondatrices qui resteront, et que j'ai pas envie de vendre ou quoi que ce soit, parce que c'est aussi ils font partie vraiment de mon apprentissage et de mon histoire tarologique, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de redonner. Et après, il y a tous les autres qui sont arrivés les dernières années, qui sont venus compléter une collection, et qui peuvent éventuellement repartir si j'en ai plus vraiment l'usage. Là, tu vois, je me prépare à donner pour... En fait, ce que je fais, c'est, quand je fais des retraites tarot, j'emmène les jeux dont je ne me sers plus, qui sont en général tous des jeux que j'ai beaucoup aimés, et je me dis, mais je m'en sers plus, et du coup, je les donne à l'adoption. Littéralement, pour moi, c'est ça. Il y a des personnes chez qui ils seront bien, qui vont tirer avec, et qui vont faire des trucs super avec. Donc, il y a tout intérêt à ce que ces tarots soient chez quelqu'un d'autre qui les traite bien. Et du coup, je les redonne. Et là, celui que je pense que je vais donner, c'est le Oak Ash and Thorn, tu sais, de Sweet Trees Tarot, qui, pour moi, je l'ai utilisé pas mal, mais au bout d'un moment, je le trouve pas assez... peut-être pas assez figuratif, les cartes se ressemblent trop les unes voilà. Après, c'est vraiment une histoire de goût et de mon énergie du moment, hein. Et du coup, que je vais redonner. Mais voilà, en général, quand les jeux, je les utilise plus, je les refais juste partir dans le circuit. Et je suis contente de ça, d'ailleurs. Et quand il y en a un qui m'attire spécialement, effectivement, si, je l'achète. Et sinon, ma façon de choisir les jeux, et en fait, ça m'avait vraiment fait tilt quand tu nous avais parlé de ce projet de podcast, parce que tu m'en avais parlé à moi, à Sylvie, à Morgane, et je m'étais dit, mais c'est vrai, mais moi, pourquoi j'ai ces jeux-là? Enfin voilà, ça m'avait vraiment interpellée. Et j'ai besoin que ça réponde à des critères esthétiques assez draconiens. Pas de finesse de dessin égale, ça n'arrive pas chez moi, quoi. Juste, niet. J'ai besoin que le dessin soit fin. J'ai besoin que ce ne soit pas excessivement fleur bleue ou caricatural ou kitsch. Et voilà. Ok, mais c'est bien d'avoir des critères comme ça. Et comment alors c'est vrai que j'avais complètement oublié le fait que tu remettais en circuit dans les retraites que tu organisais. Ouais. C'est vrai. Quand bien même, je trouve encore une fois du point de vue extérieur que tu es très identifié. Alors tu parlais du Wild Unknown, c'est vrai que ce tarot tu as été identifié à ce tarot. Ouais, j'y reviens régulièrement, c'est vrai. Voilà. Le True Black, le Nameless One de temps en temps. Voilà, il y a quand même quelques tarots phares qui te sont vraiment très identifiés, je trouve.
Et c'est vrai que t'as quand même cette vibe par rapport à aujourd'hui. Il y a quand même une collectionnite un peu aiguë dans le milieu du tarot. Mais parce qu'il y a beaucoup de tarots, je me rends compte maintenant, et je pense que j'approche pas mal d'une collection qui est idéale pour moi, de plus en plus. Je pense que ça s'est épuré au fur et à mesure des années. J'en ai pas mal donné aussi. Je me rends compte que j'en ai plus beaucoup à donner et que j'en achète beaucoup moins. Là, effectivement, 2023, ouais, ça a dû être 3 tarots, mais ça devait pas être beaucoup plus. Et donc, ça s'approche de ce qui est idéal pour moi. Et parce que les nouveaux jeux, quand je les regarde, je me dis, ben, soit j'ai quelque chose qui correspond déjà parce que c'est à peu près la même vibration, tu vois. Soit c'est quelque chose qui résonne pas avec moi. Tu vois, derrière toi, là, je vois un tarot, là, avec les mains. C'est lequel? Celui-là, là, c'est le Broken Isn't Bad. Broken Isn't Bad tarot, avec l'oracle au-dessus d'une créatrice croate. Et tu vois, ce genre de tarot, j'aime bien le voir chez les autres. En général, je les trouve très jolis. J'aime bien aussi les tons tranchés, noir et blanc. Mais j'ai besoin, moi, par exemple, tous mes tarots sont très fouillés au niveau des détails. C'est très... ouais, il y a plein de trucs sur l'image en général. Quand c'est un tarot trop simple comme ça, je me dis joli, mais pas pour moi, pas dans mes mains à moi en fait. Et il y en a beaucoup comme ça. J'aime pas aussi, par exemple, il y en a eu beaucoup. Les tarots plus New Age qui, le seul pour lequel je pense que j'ai fait une exception parce que j'aime vraiment bien, c'est effectivement le Cosmic Cycles Tarot, qui est vraiment assez moderne comme ça, tu vois, assez dessin animé. Mais je n'aime pas du tout le Light Years Tarot. Mais je n'aime pas du tout. Et je le déconseille pas parce que je me rends compte à quel point il résonne pour beaucoup de gens et pour l'avoir vu aussi manipulé en retraite, à quel point il donnait des résultats, mais vraiment bluffants pour certaines personnes. Vraiment. Donc, j'ai rien contre ce tarot, au contraire, mais pas chez moi. Enfin, je veux dire, je suis pas dans cette mouvance-là. J'ai l'impression d'être devant un magazine, devant un magazine Flow, quoi. J'aime pas non plus Histoire de sorcière. Je le trouve pas joli, mais pareil, je le déconseille pas du tout. Je dis mais allez-y, achetez-le, il est trop top pour certaines personnes. Enfin voilà. Mais moi je raisonne pas du tout avec ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai des avis un peu tranchés comme ça, mais c'est rare que je déconseille un tarot par contre. Les tarots que je déconseille, c'est vraiment en apprentissage, du moins, c'est les tarots, tu vois, type Doreen Virtue, avec vraiment un texte en dessous qui va t'expliquer plus ou moins ce que tu dois ressentir en regardant la carte. Ça, j'ai vraiment horreur de ça. Et je le déconseille pour le coup. Mais sinon... T'as quand même une collection assez noire, entre guillemets, assez de jeux assez sombres, je trouve, ouais, c'est quand même, non? facilement sombre, À c'est vrai. quelques exceptions près. Mais le Mariel, le True Black, le Wild Unknown, il y a quand même un aspect assez dense dans ces jeux-là. Ouais, alors c'est toujours dense, c'est plus le mot que dark. Et sinon, ils sont noirs, mais je pense que j'aime bien parce que effectivement, pour moi, c'est du travail introspectif. Donc quelque part, c'est une plongée dans son noir à soi. Et en fait, la plupart de ces jeux-là, quand on les manipule, bah, ils sont pas négatifs du tout. Enfin, tu vois, le True Black Tarot, en fait, est très, très lumineux, je trouve. Tu vois, c'est très éclairé. Tu vois, pareil pour là, je le réutilise beaucoup, le Nameless One. Alors, il est obscur dans son sens où faut vraiment aller fouiller les significations parce qu'elles sautent pas aux yeux d'emblée. Mais sinon, je le trouve pas du tout négatif. Ouais, ouais, ça me va bien comme ça. Et ils ont une vibration, tu parlais de vibration, donc je reprends le terme, une vibration ou une utilité particulière pour toi en fonction est-ce que c'est en fonction de la période, du sujet, de la question précise, ou est-ce que pas du tout, c'est au feeling C'est vraiment au feeling. Ça l'était avant, j'avais plutôt des jeux saisonniers, etc. Ouais. Et là, de plus en plus, c'est vraiment au feeling. J'ai tendance de plus en plus à prendre un jeu et il m'accompagne pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et après, j'en change à nouveau. C'est vraiment cheminer avec. Après, là, tu vois, c'est dans 6 qui est sorti pour moi, pour mes tirages à moi, c'est le Nameless One. Et quand je vais faire du travail avec d'autres personnes, donc quand j'amène un tarot sur une formation en live, ou bien qu'il y a quelqu'un qui va se faire tirer le tarot à un moment, pareil sur une formation en live ou un truc comme ça, je vais prendre un tarot, soit j'ai envie de l'utiliser en ce moment, soit je trouve qu'il colle bien avec la vibe de la personne, en fait. Et ouais, c'est vraiment au feeling. Ok. Et comment tu découvres tes jeux?
Comment tu fouilles, parce que comme tu as des critères de sélection très précis, est-ce qu'en fait c'est juste un peu par hasard, tu en vois passer un et tu te dis ah celui-là il correspond, ou est-ce que tu vas quand même fouiller, chercher, parcourir les internets? C'est un peu des deux. C'est tu vois, enfin, dans la tarosphère, il y a plein de jeux qui sont partagés et de temps en temps, il y en a un qui tape à l'œil et du coup, on va rechercher. Il y a par exemple ce que toi tu partages, tout simplement, où là, tu vas plus présenter. Tu vois, tu m'as fait découvrir un jeu qu'on a commandé chez toi qui n'est pas encore arrivé et pour le coup, c'est chez toi que je l'ai vu. C'est voilà et non, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi que je l'ai vu. Une campagne Kickstarter sur le monde des... J'ai plus le terme non plus, mais c'est sur le monde des fées. En fait, je ne cherche pas. C'est juste des images qui s'imposent quelque part et puis après, ça te fait envie ou ça te fait pas envie. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas besoin de beaucoup chercher. Ça arrive tout seul. Il y en a tellement que oui, ça déverse tous les jours. Voilà. Même moi, je suis submergé, donc c'est cool, ça reste cool encore. Mais il y a l'aspect, tu vois, et ça, on en a déjà parlé ensemble aussi. C'est vraiment des créations et l'impression d'avoir une petite œuvre d'art chez soi, ou même pas une petite œuvre d'art, d'avoir une copie d'une œuvre d'art à la maison. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je sais que c'était ça qui te plaisait aussi, le fait de toi être aussi quelque part collectionneur d'art quand tu fais transiter les tarots par chez toi. Tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, en parlant parce que tu as quand même deux œuvres majeures, je dis majeures notamment en termes de prix, parce que y a un peu toutes les gammes de prix dans les jeux, mais le True Black fait partie un petit peu de c'est un peu de la haute couture, les tranches sont peintes à la main, etc., etc. Le Nameless One aussi, qui est un sacré morceau aussi en termes de prix et de travail, parce qu'il peut s'accompagner d'un grimoire qui fait 4 kilos. Donc quand je dois l'envoyer, mais il fait vraiment 4 kilos. Le grimoire, je crois qu'il fait il fait 3,5 ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Le grimoire. Ouais. Ok. Donc tu as quand même cette appétence pour l'objet, le bel objet. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment un critère ou est-ce que j'aime beaucoup, je trouve ça super beau, j'aime bien, tu vois. Et donc je respecte ça, mais c'est pas un sine qua non, tu vois. J'avais juste vraiment la boîte du Cosmic Cycle Tarot qui m'avait fait râler là pour le coup. Sinon, en dehors de ça, je sais que les tarots qui sont en petites boîtes de carton, après j'ai tendance à les mettre dans des pochons si je dois les transporter, et point, tu vois, c'est tout. C'est pas un critère, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, mais c'est pas un critère. C'est plus le visuel. Ouais, le visuel et mais c'est vrai que j'aime bien après quand j'ai le joli objet dans les mains ou bien la qualité du carton et tout, oui, ça peut faire une différence, oui, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée ou un sujet que tu aurais voulu aborder et que j'ai zappé? Non, je crois pas. Non. C'était pas mal, on a bien fait un tour. Ouais, non, mais j'en ai plein pour toi. Du coup, enfin, du genre, comment toi, tu choisis les jeux qui arrivent chez toi? Est-ce qu'il y en a lesquels tu gardes, lesquels tu laisses juste transiter parce que c'est de la vente? Tu vois, c'est... Du coup, je suis curieuse, mais... Alors, on m'a demandé de faire un épisode spécial où c'est moi qui serai interviewé, donc je penserai à toi pour m'interviewer, entre autres. On fera un panel de jury, un jury. Mais oui, pour répondre là tout de suite, au début, effectivement, je me basais beaucoup sur mes goûts à moi, forcément, et sur ce que moi, je considérais comme un jeu qui en valait la peine, entre guillemets, quoi. Enfin, qui en valait la peine, je dis pas au sens... je juge pas le jeu, je juge ce que moi j'étais prêt à fournir comme effort, comme argent pour pouvoir l'importer en France et le redistribuer parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc c'est là-dessus que quand je dis qu'il en valait la peine. Et puis au fur et à mesure du développement de la boutique, forcément, j'ai été amené à élargir un petit peu mon spectre. Puisque j'avais des demandes, donc et puis il y a des fois où
moi, je passais à côté, tu vois, des campagnes Kickstarter, puisque je me suis beaucoup fourni sur Kickstarter. Je me fournis un peu moins parce que j'ai eu quand même 2-3 déconvenues. Et puis aujourd'hui, bon, il y a un peu de tout aussi. Puis en termes de délai, c'est juste pour quelqu'un comme toi qui vit de ça, c'est juste impossible. Ça peut être effectivement aussi très 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 important. On parle, tu faisais mention d'un jeu avec les fées. Alors je retrouverai le nom, j'essaierai de le mettre en barre d'infos éventuellement. Mais oui, ça fait 1 an au moins. Je pense qu'on en a parlé de ce jeu-là. Donc oui, des fois c'est 2 ans. Voilà. Donc et puis parfois je passe à côté parce que moi ça me parle pas, tu vois, je tilte pas, et puis on me le demande, et puis parfois j'ai des bonnes surprises, et puis parfois je me dis comment ça peut plaire. Moi ça me plaît pas, mais voilà, après heureusement que c'est ça, c'est la magie du tarot. Je pense que en tout cas pour moi, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est que tu peux y trouver ton compte, qui que tu sois, quels que soient tes goûts, tu peux y trouver ton compte, que ce soit visuellement, en termes d'illustration, juste d'art, ou que ce soit en termes d'utilisation. Et tu parlais de l'anglais, le fait que les termes anglais sont parfois plus appropriés, ça pourrait être le sujet d'un épisode entier ou d'une conférence. Le fait que les termes anglophones ne soient pas forcément autant genrés que les termes francophones, permet aussi beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de modernité et beaucoup plus de diversité dans la construction d'un jeu de tarot aujourd'hui, permettant du coup à des personnes de beaucoup plus s'identifier. Voilà. Alors après, il y a les puristes qui tiennent à ce qu'il y ait une impératrice, à ce qu'il y ait un empereur, à ce qu'il y ait des reines, des rois. Et puis après, il y a des gens qui ne veulent plus se reconnaître dans ces appellations-là, et qui peuvent trouver leur compte dans des jeux aujourd'hui revisités et un petit peu dégenrés. Donc c'est ça qui est magique avec le tarot, c'est que vraiment l'utilisation, et puis sur tous les plans, qu'elle soit juste visuelle, spirituelle, psychologique, intuitive, tout ça, c'est magique. Magique. Moi, pour le côté non genré, ce que j'avais beaucoup apprécié, et c'est pour ça que j'avais tellement accroché avec le Wild Unknown au départ, c'était les tarots type animalier m'allaient très très bien, parce que ils sont de fait non genrés. Je veux dire, un ours, tu vois pas très bien de quel sexe il est, et d'ailleurs c'est pas le sujet, tu vois. Attends. J'avais cru que ça avait bugué, pardon. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'inspirait aussi, parce que ça permet vraiment une plus grande flexibilité. Oui, c'est ça. La diversité de ces représentations et les tarots animaliers ou les tarots dits contemplatifs avec des paysages, ça permet effectivement une alors attends, je vais essayer de le dire correctement. Désidentification. Répète ce mot 10 fois très vite. Désidentification, mais qui finalement, en se désidentifiant, on va y arriver. Je vais pas le couper, ça sera un bêtisier, le bêtisier de la fin pour les courageux et les courageuses. Désidentification, qui permet finalement de nous parler d'autant plus. C'est ça qui est paradoxal aussi, et qui est hyper intéressant. Ouais, non, tout à fait. Donc oui. Merci beaucoup Margot pour cet épisode de podcast. Merci à toi, c'était super chouette de parler avec toi de ça. Avec plaisir. J'étais très heureux de te recevoir. J'espère que cet épisode plaira à nos auditeurs et nos auditrices autant qu'il m'a plu d'échanger avec toi en ce dimanche matin. On a fait l'effort tous les deux de nous lever, de nous presque habiller. Moi, j'avoue, je suis en survêtement. Mais pour enregistrer cet épisode de podcast que j'ai trouvé très chouette. On a touché du doigt certains sujets que je trouve hyper intéressants et essentiels à avoir en tête quand on évolue dans le milieu de la cartomancie. Et même moi, ça m'a permis d'ouvrir certains espaces d'observation et de réflexion. Donc j'espère que ce sentiment sera partagé par nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup Margot. Merci à toi.
Et puis, on te retrouve... Alors, toi, on peut te retrouver sur Instagram, Ouais. Margot Robert Winterhalter, Ouais. tout attaché, je crois. RW, je pense que ça, tu me trouves aussi comme ça. Ouais. Très bien. Moi, je mettrai de toute façon en barre d'infos, bien évidemment, et de description, le lien vers ton Instagram et sur YouTube aussi. Oui. Tu fais pas mal de Oui, vidéos sur YouTube. Ouais. Voilà. Et puis moi, sur le Salon des Arcanes ou sur le podcast Voyage en Cartothèque pour bientôt un prochain épisode avec de nouveaux invités tout aussi passionnants. Ça marche. Merci beaucoup et à bientôt. Bientôt.